Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Gold Oblivion, un jeu qui a été édité en 2023 par Goblivion Games après une campagne Kickstarter, et le jeu est distribué au Québec par Randolph. On doit remercier Goblivion Games et Randolph de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Jean-François Gauthier qui a aussi fait le visuel artistique du jeu. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dont les parties vont durer de 20 à 80 minutes, donc une vingtaine de minutes par joueur. Le but du jeu va être de faire le plus de lingots d'or pour tenter de l'emporter. C'est un jeu de deck building où les joueurs vont se construire deux decks, un deck avec des cartes Gold Oblivion pour essayer de générer des ressources, faire des combos pour acheter les différents lingots d'or, et on va aussi avoir un deck de combat qui va nous permettre d'aller affronter des monstres qui vont nous donner des récompenses sur le plateau. Alors, Gold Oblivion, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de février 2024, dans lequel vous pourrez gagner une copie de Gold Oblivion avec le tapis de jeu. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table. On va ensuite mélanger les tuiles forêt et on va en placer une sur chaque emplacement respectif du plateau principal. Ce sont des monstres que les joueurs vont affronter pendant la partie. On va faire la même chose avec les tuiles de montagne. Ce sont des monstres qui sont un peu plus forts qu'on va placer sur le plateau principal. On va même recouvrir la case avec le dragon vache. Et par la suite, les 2 tuiles restantes seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite mélanger les cartes de combat et on va séparer la pioche de cartes combat en 2 piles équivalentes et on va placer les 2 piles face visible sur les 2 emplacements au centre du plateau pour former les 2 pioches de cartes combat. On va mélanger les cartes Gold Oblivion et on va les placer à côté du plateau pour former une pioche. Et on va révéler les 4 premières cartes dans les emplacements du marché dans le bas du plateau principal. Et on va vérifier qu'il n'y ait pas de cartes de bâtiment en vérifiant les symboles. Donc on a des cartes de personnages qui ont des symboles elfes, des symboles nains ou des symboles humains. Et on a la petite maison qui est le symbole des cartes bâtiment. Il ne peut pas y avoir de carte bâtiment dans le marché au début de la partie. Donc on va remettre cette carte sous la pioche de cartes Gold Oblivion et on va en piocher une nouvelle jusqu'à temps qu'on ait seulement des cartes de personnages dans le marché de départ. On va placer les 2 tuiles village au hasard sur un de leurs côtés et on va les placer dans les 2 emplacements tuiles village dans le bas du plateau principal. On va former des réserves avec les jetons de pépites d'or, les jetons de matériaux. On va faire une réserve avec les jetons de magie face cachée et on va aller placer les 2 dés sur la table. Les joueurs vont se choisir une couleur et prendre leur plateau joueur à leur couleur. Ils vont aussi prendre leur marqueur joueur à leur couleur, vont recevoir les 5 cartes de leur deck de combat de départ et les 6 cartes de leur deck Goblivion de départ. Et les joueurs peuvent se prendre une carte aide de jeu qui est recto verso avec les différentes phases de jeu dans une manche ainsi que les différents types d'icônes qu'on va retrouver dans le jeu. Les joueurs vont mélanger leurs 5 cartes de combat et vont les placer sous leur plateau personnel dans l'emplacement rouge. Et les joueurs vont mélanger leurs 6 cartes Gold Oblivion pour les placer vis-à-vis l'emplacement bleu pour former leur pioche de cartes Gold Oblivion. Les joueurs vont aller placer leur marqueur de couleur sur la case 0 de la piste de lingots d'or dans le haut du plateau principal. On va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le marqueur premier joueur. On va révéler un certain nombre de cartes nobles selon le nombre de joueurs. Donc on va révéler une carte noble par joueur au hasard. Et on va ensuite les choisir en ordre inverse de tour de jeu. Donc ici, l'autre joueur va choisir en premier. Et moi, comme je serai le premier joueur, je vais choisir la carte restante. Et je vais aller la mélanger dans mon deck Gold Oblivion de départ que je vais placer en dessous de mon plateau personnel. Une partie de Gold Oblivion se joue en plusieurs manches. À chaque manche, les joueurs vont piocher 5 cartes Gold Oblivion de leur pioche et ils vont devoir placer une de ces cartes dans leur zone de production. Donc, ils vont enlever une carte de leur deck à chaque manche. Ils vont ensuite déclencher les effets de production pour gagner des pépites d'or ou bien des matériaux qui sont les 2 ressources principales du jeu. Ensuite, dans la phase d'action, les joueurs vont jouer à tour de rôle 2 actions jusqu'à temps que les 2 joueurs aient passé leur tour quand ils n'auront plus d'action à faire.
Les joueurs pourront faire des actions en jouant les cartes de leurs mains pour faire différents effets, dont notamment gagner des pépites d'or qui leur permettront de s'acheter des lingots d'or pour progresser sur la piste de lingots, qui sont en fait les points de victoire dans le jeu. Les joueurs pourront aussi acheter de nouvelles cartes Goldblivion pour améliorer leur deck. Ils pourront acheter de nouvelles cartes combat pour améliorer leur deck de combat. Ils pourront déclencher les effets des tuiles villes. Et ils pourront aller combattre les monstres dans la forêt et dans la montagne pour tenter de les vaincre et de gagner des récompenses et différents bonus. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à avoir 10 lingots d'or, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours et le joueur qui aura le plus de lingots sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 5 phases qui sont écrites sur la carte aide de jeu. La première phase est la pioche. Cette phase se fait de façon simultanée. Tous les joueurs vont aller piocher les 5 premières cartes de leur deck Goldblivion pour constituer leur main pour cette manche. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase développement. Les joueurs vont prendre les 5 cartes de leurs mains et vont les consulter et vont choisir une des cartes à détruire pour la placer dans leur zone de développement. Donc ici, je pourrais prendre la carte de Tom, qui est la moins bonne carte du deck de départ, et je vais aller la placer face cachée dans un de mes emplacements de développement, soit dans l'emplacement des pépites ou dans l'emplacement des matériaux dans le haut de mon plateau personnel. Je vais décider de la glisser dans la zone de pépites, donc je vais glisser la carte sous mon plateau personnel de cette façon. Cette phase se fait aussi de façon simultanée, donc tous les joueurs vont aller placer leur carte de développement sous leur plateau personnel en même temps. On passe ensuite à la phase 3, la phase production. C'est aussi une phase qui est simultanée, donc tous les joueurs vont jouer cette phase de jeu en même temps. Ils vont simplement aller récolter les ressources de leur production. Donc pour chaque carte qu'on a dans la zone de développement, ici on va gagner une pépite d'or. Et pour chaque 2 cartes qu'on a dans la zone ici, on va aller prendre une caisse de matériaux qu'on va placer sur notre plateau personnel. Pour l'instant, ce joueur a une carte de développement dans la zone des pépites, donc il gagnerait une pépite d'or qu'il va placer sur son plateau personnel. Si les joueurs gagnent des matériaux, ils doivent les placer sur les emplacements de matériaux de leur plateau personnel. On peut donc avoir un maximum de 4 matériaux en même temps. On passe ensuite à la 4e phase, qui est la phase d'action. C'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur. Et lorsque ça vient à notre tour dans la phase d'action, on va effectuer 2 actions principales. On va alterner les tours de jeu jusqu'à temps que les 2 joueurs aient pris l'action de passer, ce qui va terminer la phase d'action. Regardons les différents types d'actions qu'on peut effectuer à notre tour de jeu comme action principale. Tout d'abord, la première action est de jouer des cartes. Donc, on va prendre une carte dans notre main et on va la placer dans notre zone de jeu et on va aller appliquer l'effet de cette carte. Dans ce cas-ci, on a une ligne pointillée entre les 2 effets, c'est-à-dire qu'on doit choisir entre l'effet de ce côté qui est de faire 2 pépites d'or ou bien l'effet qui est ici qui est de piocher une carte de notre deck Goldblivion pour l'ajouter à notre main. Je vais décider de prendre l'effet pour gagner les pépites d'or. Je vais donc gagner 2 pépites que je vais racheter dans ma réserve personnelle. Les cartes qu'on a jouées vont rester dans notre zone de jeu. Il n'y a pas de défausse dans ce jeu. Donc, on pourra réutiliser les différents symboles de personnages qui peuvent avoir des synergies avec d'autres cartes qu'on va jouer plus tard. Avec sa deuxième action, le joueur pourrait jouer une 2e carte pour activer son effet. Ici, il va gagner une pépite d'or par symbole elfe qui se trouve dans sa zone de jeu. Donc, les cartes de sa main ne comptent pas pour cet effet de jeu. Donc, présentement, il y a un symbole elfe. Il va donc gagner une pépite d'or. Comme on a joué 2 cartes qui sont une action chacune, ça va passer au tour de notre adversaire et par la suite, quand ça va revenir à notre tour de jeu, on peut continuer à jouer des cartes. Donc, je pourrais jouer cette carte-là avec ma première action. Donc ici, je vais gagner une pépite par symbole elfe dans ma zone de jeu. Maintenant, j'ai 2 symboles elfe, donc je vais gagner 2 pépites. Et comme deuxième action, je pourrais jouer la carte qu'il reste dans ma main. Donc, je vais jouer cette carte-là qui va avoir le symbole de l'épée. C'est une action qui va me permettre d'aller faire un combat. Lorsqu'on joue une carte avec un symbole d'épée et qu'on déclenche un combat, on va aller combattre un des monstres qui est sur le plateau principal. Il y a les monstres de la forêt qui ont une force entre 2 et 5 et on a les monstres de la montagne qui ont une force entre 6 et 9. Évidemment, les récompenses des monstres de la montagne sont supérieures à ceux qui sont dans la forêt. Lorsqu'on combat un monstre, on peut choisir n'importe quelle tuile de monstre qui est face visible, qui est déjà retournée, ou bien on peut choisir une tuile qui est face cachée. Donc, premièrement, je vais choisir quel monstre je vais aller affronter. Présentement, il n'y a aucun monstre face visible. Je vais donc choisir un territoire qui est face cachée et le pointer.
Par la suite, on va retourner le monstre face visible et on va voir notre adversaire. Ici, c'est un gobelin qui a une puissance de 2. On va ensuite regarder le nombre de côtés qui est libre autour de l'hexagone de ce monstre. Donc j'ai 1, 2, 3 côtés libres, c'est-à-dire des côtés qui ne sont pas adjacents à une autre tuile, forêt ou montagne. Et c'est le nombre de cartes combat qu'on va aller piocher de notre deck combat pour tenter de vaincre le monstre. Les côtés dans le haut du plateau qui sont indiqués par le symbole 0 veulent dire qu'ils ne comptent pas comme côté libre lorsqu'on va combattre les tuiles à ces endroits-là. Dans mon cas, j'ai 3 côtés libres, donc je vais aller piocher 3 cartes de mon deck de combat et je vais additionner leur valeur pour savoir si je vais atteindre la force du monstre ou la dépasser. Donc si j'ai 1 plus 0 plus 0, ce qui fait que j'ai un total de 1, ce qui est inférieur à la valeur du monstre, à ce moment-là, c'est un échec. Lorsque c'est un échec, le monstre va rester sur le plateau principal, il n'est pas vaincu, mais je vais pouvoir détruire une des cartes qui a servi dans mon combat, ce qui va me permettre d'aller retirer des cartes Arthur de mon deck. Les cartes utilisées, tant qu'à elles, vont rester face visible dans ma zone de jeu jusqu'à la fin de la manche, je ne pourrai donc pas les réutiliser dans cette manche. Si à la place de piocher une deuxième carte Arthur, j'avais pioché mon autre carte Xena, j'aurais obtenu un total de 2, ce qui est égal à la valeur du monstre. À ce moment-là, c'est un succès et on réussit à vaincre le monstre. Lorsqu'on gagne un combat, on va gagner la récompense de la tuile monstre. Donc ici, c'est de lancer 2 fois les dés et de gagner les récompenses qui sont indiquées sur les faces des dés. Donc ici, je viens de me faire 4 pépites. On peut aussi obtenir sur les dés des résultats qui vont nous donner une caisse de matériaux ou bien on peut obtenir une face qui nous donne un jeton magie. Avec un symbole de matériaux, je vais gagner une caisse de matériaux que je vais aller placer sur un emplacement libre de mon plateau personnel. Et lorsqu'on gagne un jeton magie, on va aller prendre un jeton magie au hasard dans la réserve. Je vais pouvoir le regarder, savoir ce qu'il va me donner comme effet et je vais le placer sur mon plateau personnel. Un joueur peut avoir un maximum de 3 jetons magie sur son plateau en tout temps. Après avoir gagné les récompenses, le joueur va prendre la tuile monstre et va la placer sur son plateau personnel. Elle pourra aussi faire des synergies avec certains effets de cartes. Plus tard dans la partie, on pourra acheter de nouvelles cartes de combat qui ont différents effets. On a les champions qui ont 2 en valeur de combat. On a ici cette carte qui va avoir 1 de puissance de combat par carte de symbole nain dans ma zone de jeu. On a le bandit qui nous permet de faire 1 combat et qui nous donne 2 pépites d'or. On a Axel qui nous donne 1 combat ou on peut choisir à la place de prendre un matériau. On a Karen qui nous donne 1 combat, mais on peut détruire cette carte pour qu'elle vale 3 pour ce combat à la place. On a la catapulte, non ici le canon plutôt, qui nous permet d'utiliser un matériau, donc défausser un matériau pour avoir 3 de valeur de combat. Le Joker nous permet de copier l'effet de n'importe quelle autre carte de combat qui est dans ce combat. Et on a l'archer qui nous permet d'avoir un combat et qui nous permet de piocher une carte combat supplémentaire. Plus tard dans la partie, on pourra aussi avoir des cartes Goblivion qui ont différents effets que les cartes de départ. Donc ici, on peut avoir une carte qui nous donne directement une caisse de matériaux. Et on peut ici gagner des pépites selon le nombre de tuiles territoires qu'on possède. Donc selon le nombre de monstres qu'on a réussi à battre, je vais gagner une pépite. On peut avoir un effet qui va avoir une flèche au centre, c'est-à-dire qu'on doit payer ce qui est à gauche la flèche. Donc ici, je dois défausser une caisse de matériaux pour activer cette carte. Et ici, ça va me donner directement un lingot d'or. Je vais donc avancer de 1 sur la piste des lingots du plateau principal. Et ici, on peut avoir un magicien qui me permet de lancer le dé et de gagner l'effet que j'obtiens sur la face du dé et de gagner un jeton de magie pour ajouter à ma réserve. La deuxième action qu'on peut faire est d'acheter des cartes. On peut acheter les cartes Goblivion qui sont dans le marché, dans le bas du plateau principal, ou bien on peut acheter la carte du dessus de chacune des pioches de cartes combat. Pour acheter des cartes de combat, on doit payer le coût qui est indiqué en pépites d'or. Pour acheter des cartes de personnages dans les cartes Goblivion, on doit payer un coût en pépites d'or. Et pour les cartes de bâtiment, on doit payer un coût en matériaux. Avec une action, mon joueur pourrait dépenser 3 pépites d'or pour pouvoir acheter la carte qui est ici. Il va prendre la carte personnage Goblivion et il va aller la mélanger immédiatement dans son deck de cartes Goblivion après son achat. Dès qu'on achète une carte dans le marché, on va la remplacer avec la première carte de la pioche. Avec une autre action, il pourrait aussi dépenser 3 pépites d'or pour aller s'acheter une carte de combat de champion. Et lorsqu'on achète une carte de combat, on va aussi immédiatement la mélanger dans notre deck de combat. Si je prends une action pour acheter une carte de bâtiment, donc ici un bâtiment qui coûte 2 matériaux, je vais défausser 2 matériaux de mon plateau personnel et je vais gagner immédiatement cette carte de bâtiment qui sera placée dans ma zone de jeu.
On va ensuite remplacer la carte du marché par une nouvelle. Lorsqu'on achète des cartes de bâtiments, les joueurs ne peuvent jamais posséder deux bâtiments qui ont le même nom. Le troisième type d'action est d'activer une des deux tuiles villes qui sont sur le plateau principal. Pour activer une tuile, on doit payer le coût qui est à gauche de la flèche pour avoir l'effet qui se trouve à droite. Avec celle-ci, je vais payer 2 pépites d'or. Je vais ensuite pouvoir lancer le dé et gagner la récompense. Et je vais pouvoir détruire n'importe quelle carte du marché, soit du marché Gold Oblivion ou bien une des deux cartes sur le dessus des pioches de cartes combat. Ce qui pourrait me permettre de détruire une carte pour ne pas que mes adversaires puissent l'acheter. Lorsqu'on a fait l'effet d'une tuile ville, on va la retourner de l'autre côté. Et si on a détruit des cartes du marché, on va les remplacer par de nouvelles cartes. L'effet de l'autre côté pour cette tuile est de payer 2 pépites d'or pour détruire 2 cartes du marché, soit dans les cartes Gold Oblivion ou dans les cartes combat. Pour la tuile ville qui est ici, je vais défausser 2 matériaux pour pouvoir gagner immédiatement une des 2 cartes combat sur le dessus des pioches gratuitement et la placer dans mon deck. Et je vais pouvoir aller piocher une carte Gold Oblivion de mon deck et l'ajouter dans ma main. Et lorsque je vais appliquer cet effet, je vais retourner la tuile ville de l'autre côté. De l'autre côté, on va tout simplement défausser 2 caisses de matériaux pour gagner un lingot d'or et avancer sur la piste de score. Et la quatrième action est de passer son tour. Lorsqu'un joueur prend cette action, il ne pourra plus prendre d'autres actions pour le reste de cette manche. De plus, s'il est capable, il doit convertir les pépites d'or restantes sur son plateau personnel en lingots pour un ratio de 7 pour 1. En plus des actions principales, les joueurs peuvent aussi faire des actions bonus à leur tour de jeu, ne sont pas limités au nombre d'actions bonus. Il existe 3 types d'actions bonus. La première est d'utiliser des cartes de bâtiments qui sont dans notre zone de jeu. Donc un bâtiment peut être incliné sur le côté pour pouvoir déclencher l'effet de celui-ci. Dans le cas du marché, je vais gagner une pépite par tuile territoire que je possède. Donc si j'ai un territoire, donc je gagnerai une pépite. Et je vais gagner une pépite par symbole humain dans ma zone de jeu. J'ai un symbole humain, je gagnerai donc aussi une pépite supplémentaire. Donc chaque carte bâtiment dans notre zone de jeu peut être activée une fois par manche. La deuxième action bonus est d'utiliser un jeton magie qui se trouve sur notre plateau personnel. On va révéler le jeton magie et on va gagner la récompense de celui-ci. Dans le cas de ce jeton, on va gagner un matériau qu'on va placer sur notre plateau personnel et on va ensuite placer le jeton face visible dans la réserve de jetons magie. Et finalement, la troisième action bonus, si on possède 7 pépites sur notre plateau personnel, on peut dépenser 7 pépites pour les convertir et gagner un lingot d'or, ce qui nous fait avancer de 1 sur la piste de score. Lorsque tous les joueurs auront passé leur tour dans la phase d'action, ça va mettre fin à celle-ci et on va passer à la 5e phase qui est la fin de manche. Premièrement, les joueurs vont réactiver leurs bâtiments en les redressant. Les joueurs vont mélanger toutes les cartes de leur zone de jeu avec leur deck, ainsi que les cartes qui leur resteraient en main pour reformer une nouvelle pioche. Et ils vont faire la même chose avec les cartes de combat. On va prendre les cartes de notre zone de jeu et on va les remélanger pour former une nouvelle pioche. S'il y a des jetons magie face visible dans la réserve, on va les retourner face cachée et on va les remélanger avec les autres. Et on va passer le jeton premier joueur au joueur suivant qui va aller faire l'effet qui est sur le jeton, qui est de détruire n'importe quelle carte du marché, des cartes Gold Oblivion ou des cartes de combat. Et on est prêt à commencer une nouvelle manche et on va continuer ici jusqu'à temps qu'on atteigne la condition qui déclenche la fin de la partie. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur va atteindre 10 lingots d'or et plus, si jamais les joueurs dépassent la piste de score, on peut recommencer la piste en ajoutant un matériau sur le dessous pour montrer qu'on a une dizaine de lingots. Donc, lorsqu'un joueur atteint ou dépasse les 10 lingots d'or, ça va déclencher la fin de la partie. On va quand même terminer la manche en cours. Et à la fin de cette manche, le joueur qui aura le plus de lingots sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de pépites restantes. Sinon, le joueur qui possède le plus de tuiles territoire qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Gold Oblivion. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Gold Oblivion? On va commencer par les côtés positifs. Donc, l'auteur du jeu, Jean-François Gauthier, est aussi l'artiste du jeu. Puis je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré depuis son premier jeu pour le côté artistique. Donc, j'apprécie beaucoup le côté humoristique dans ses dessins. Les petits Easter eggs aussi qu'il va chercher à cacher. Donc, fouiller un petit peu pour trouver ces petits bijoux-là à l'intérieur de l'univers visuel de Gold Oblivion. Fait que je trouve qu'il s'est vraiment très bien amélioré depuis les dernières années, depuis qu'il a commencé à faire des jeux. Fait que je trouve que celui-là, c'est vraiment beaucoup mieux
mieux que les précédents. Ensuite, pour le gameplay, c'est un deck building et c'est pas un style de jeu qui manque sur le marché. On en a des tonnes de deck building. Mais ce que j'ai aimé dans Gold Oblivion, c'est qu'il réussit justement à se démarquer de toute cette masse de deck building-là. Il essaye des choses, il va aller twister certaines affaires, il va aller vraiment mettre sa petite touche personnelle, sa petite touche originale au style de jeu de deck building très classique. Puis ça paraît que Jean-François comprend bien comment ça fonctionne, ces types de jeux de cartes-là, qui en a joué lui aussi des tonnes, et qui est un joueur de jeu de cartes d'expérience. Donc il y a plein de petits détails dans les mécaniques de jeu, dans les twists qu'on est allé chercher, qui vont justement bonifier l'expérience de jeu. La première chose qui est originale, c'est qu'on ne construit pas un seul deck, on en construit deux. Donc on va avoir la dualité entre notre deck Gold Oblivion et notre deck de combat, si on veut performer dans les deux aspects du jeu. Fait qu'on a un équilibre à aller chercher. Puis côté matériel, le fait qu'on ait des deux decks, on a pensé à faire des cartes de format différentes. Donc on peut pas mélanger nos deux decks ensemble par erreur ou par mégarde, parce que les cartes n'ont pas le même format, fait qu'on s'en rend compte rapidement. Fait que c'est un petit détail qui a l'air anodin, mais qui est quand même très efficace pour le gérer deux decks si on veut pas se tromper où va la carte dans lequel de nos deux decks. Fait que ça, c'est très intelligent. Aussi, dans les jeux de deck building, on a tout le temps l'aspect de commencer avec un deck de départ qui a des cartes vraiment de base, même des cartes des fois qui sont mauvaises, qu'on veut éventuellement se débarrasser. Puis dans ce genre de jeu-là, souvent, le joueur qui va justement avoir accès à des cartes qui lui permettent de nettoyer son deck, ça lui donne souvent un gros avantage sur les autres joueurs. Ça va faire un effet boule de neige parfois, parce que justement, ce joueur va rendre son deck très efficace, mais les autres joueurs, s'ils ne sont pas capables de le faire, vont garder leur carte de base longtemps, voire même toute la partie, et ça va évidemment leur coûter cher au niveau de l'efficacité. Alors que dans ce jeu-là, on est vraiment sur un pied d'égalité pour l'épurage de notre deck. On va, au début de chaque manche, en fait, on va détruire une carte parmi les 5 qu'on a piochées. On va en détruire une. Puis en plus de la détruire, on va aller la placer dans notre zone de production. Fait qu'en plus de l'enlever de mon deck, ce qui est déjà positif, ça va aussi me donner une récompense. Ça peut me donner des pépites ou ça peut me donner un demi-matériau. Éventuellement, quand j'aurai mis 2 cartes, je vais pouvoir faire un matériau à chaque début de manche, qui est quand même très intéressant parce que c'est une ressource qui est plus difficile à aller chercher. Fait qu'on a tout le temps la décision de quelle carte je veux détruire. Au début, c'est simple parce qu'évidemment, on a beaucoup de cartes de base, fait que c'est facile de les détruire. C'est pas des cartes très très bonnes, mais on a aussi la décision qui est intéressante de quelle récompense je vais aller chercher avec ces cartes-là, comment je veux upgrader ma zone de production. Fait que j'ai trouvé que c'était très intéressant le côté auto-nettoyant pour un deck building. Ça accélère la partie, ça fait justement que nos cartes de base, on va les épurer rapidement, puis on n'a pas à se casser la tête pour le faire et que tout le monde va pouvoir avoir accès à cette épuration de deck. Fait que j'ai trouvé ça très brillant. Le livret de règles est disponible bilingue dans la boîte du jeu. On a le livret français et le livret anglais. Donc les composantes du jeu sont indépendantes de la langue. On a aussi un bel aide de jeu au verso du livret pour pouvoir avoir toute l'iconographie qui est quand même assez instinctive. On en a rarement besoin comme référence, mais si c'est le cas, on peut facilement trouver l'information qu'on veut. Donc le livre de règles est bien écrit, bonne structure aussi. Fait que ça, c'est quand même toujours intéressant. Même chose pour les aides de jeu qui sont vraiment très efficaces, qu'on peut avoir justement les différents symboles, la structure de la manche et tout ça. Donc, c'est des informations qu'on peut avoir accès rapidement. Fait que ça, c'est toujours intéressant. Côté tempo, j'aime beaucoup la structure du jeu. Ça me fait penser à un jeu comme les Ruines perdues de Narak. Le fait que oui, c'est un deck building, on a des cartes dans nos mains à jouer, mais on a aussi d'autres sortes d'actions qu'on peut faire et qu'on va jouer à tour de rôle des actions jusqu'à temps que tout le monde ait passé son tour, qu'on soit plus capable de faire d'action et on va ensuite passer à la prochaine manche. Je trouve que c'est une structure qui est intéressante parce que c'est un flow de partie qui est rapide. Donc, tu fais 2 actions, je fais 2 actions, on fait 2 actions, puis là, maintenant, on passe à la prochaine manche. Fait que je trouve que c'est intéressant. Versus que si on laissait un joueur jouer toutes ses cartes, toutes ses actions, ben là, peut-être qu'il y aurait une dizaine d'actions à jouer, puis là, ça serait très long avec notre tour de jeu arrive si on jouait à 4. Fait que avoir la structure comme ça, d'alterner 2 actions à tour de rôle, je trouve ça le fun. Ça garde un bon flow autour de la table. Puis le fait que c'est 2 actions plutôt qu'une, je trouve ça aussi intéressant. Ça permet de comboer. Justement, il y a une grosse carte que je vais acheter, mais ça me permet d'aller jouer une carte, d'aller ramasser plein de pépites, puis tout de suite d'aller acheter cette grosse carte-là que je convoitais. Fait que tu as un côté un peu plus comboing dans ta planification, le fait que tu peux enchaîner 2 actions quand c'est à ton tour là, dans la phase d'action.
Et justement, pour le côté combo dans le jeu, c'est très satisfaisant. Il y a beaucoup de combos différents qu'on peut faire avec les différentes cartes, avec justement les cartes de bâtiment qu'on peut acheter, qui vont rester en jeu, fait qu'ils prennent pas de place dans notre deck. Fait que ça aussi, c'est une dynamique intéressante d'avoir des synergies entre les bâtiments et les cartes qu'on va jouer. Des fois, c'est justement les symboles d'humains, de nains, d'elfes qu'on peut bénéficier avec ces bâtiments-là. On peut aussi essayer d'acheter des cartes qui vont avoir des effets ensemble, qui vont s'enchaîner pour pouvoir faire des combos qui sont intéressants. Fait que le côté combo est très satisfaisant. Ça vient aussi très naturellement. Fait que si vous aimez les combos de cartes, ils sont évidemment au rendez-vous dans Gold Oblivion. Une chose qui nous irrite souvent dans les deck building, c'est la rivière de cartes du marché qui est souvent stagnante. C'est vraiment pas le cas dans Gold Oblivion parce qu'il y a beaucoup d'effets de jeu qui nous permettent justement de détruire une carte du marché, qui est un effet intéressant parce qu'on peut détruire une carte qui est pas vraiment bonne pour nous à aller acheter parce qu'on n'a pas ce qui peut faire des combos avec cette carte-là. Mais peut-être que mes adversaires auraient des bons combos à faire avec cette carte-là. Donc en jouant un effet de carte qui la détruit ou en activant une tuile de ville qui permet de détruire une carte du marché, ben, je peux enlever cette possibilité à mes adversaires. Fait qu'il faut que je sois conscient quel genre de deck mes adversaires sont en train de se construire pour pouvoir justement essayer de bloquer les cartes dans le marché quand j'ai l'occasion d'en détruire. Et il y a beaucoup de façons de détruire des cartes du marché, ce qui fait que le marché n'est pas stagnant du tout. Il va rouler quand même très bien. Fait que ça, c'est toujours intéressant dans des jeux de deck building avec des rivières de cartes à repêcher. Finalement, vous avez aussi un mode solo si ça vous intéresse à l'intérieur du jeu. Et le jeu est aussi disponible sur Board Game Arena. Donc on remercie Guillaume, membre de notre communauté Patreon, qui a fait l'adaptation BGA, qui est vraiment très cool. Pour les côtés négatifs, si je commence avec le matériel, malheureusement, les cartes à l'intérieur du jeu sont de mauvaise qualité, sont extrêmement minces. Et c'est un jeu de deck building, fait qu'il y a beaucoup de manipulation de cartes, beaucoup de brassage, de mélangeage de cartes. Fait que c'est des cartes qui risquent de s'abîmer rapidement, donc je vous conseillerais d'aller utiliser des sleeves, donc des petits plastiques pour protéger vos cartes si vous voulez que le jeu perdure dans le temps. Sinon, pour le gameplay, je trouve qu'il manque peut-être un peu de variété au niveau des cartes de combat. Donc, il y a beaucoup de fois la même carte qui revient souvent. Donc, ça manque peut-être un petit peu d'effets différents qui auraient été plus intéressants à exploiter dans les cartes de combat. Et tantôt, je disais que j'aimais beaucoup l'effet auto-nettoyant du deck building. C'est le cas pour le 3/4 de la partie, je vous dirais. Mais je trouve que dans le dernier quart, justement, ce côté-là, le fait qu'on soit obligé de détruire une carte au début de notre tour, dans les, mettons, 2 dernières manches, souvent, ça me fait un peu chier. Parce que là, justement, on a réussi à construire un deck vraiment efficace. À peu de cartes qui ont vraiment des excellentes synergies ensemble. Et là, c'est fort probable que je pioche 5 cartes et qu'il n'y ait aucune, justement, carte de départ parce que je les ai déjà toutes tuées ou j'en ai presque plus puis j'en ai pas pioché. Et là, je dois détruire une de mes cartes de mes combos intéressants. Et dans le fond, la destruction de la carte, elle est obligatoire. Donc, je peux pas décider de ne pas le faire. Fait que j'aurais aimé peut-être que pour vers la fin de la partie, on offre une possibilité de pouvoir ne pas détruire de cartes, donc de piocher moins de cartes ou d'avoir une pénalité si on détruit pas une carte ou un truc comme ça. Quelque chose qui fait qu'on peut conserver justement l'intégrité de notre deck à ce moment-là, que ça devient plus intéressant de détruire des cartes à la fin de la partie parce qu'on a un engin vraiment efficace. Somme toute, Gold Oblivion, c'est un jeu que ça fait longtemps que je suis. J'ai joué au premier proto que Jean-François avait à l'époque dans des conventions quand on se rencontrait. Donc c'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai essayé. Je suis content de l'avoir vu évoluer jusqu'à sa version finale et de voir justement la réponse des gens qui ont reçu le jeu dans les dernières semaines. Donc le jeu qu'ils ont backé sur Kickstarter et qui est disponible aussi en boutique. Là, vous pouvez aller vous le procurer. Fait que c'est le fun d'avoir suivi toute l'évolution de tout ça. C'est un jeu de deck building qui a vraiment sa petite saveur à lui, ce que je trouve qui est difficile à faire dans le marché d'aujourd'hui, mais il a réussi à tirer son épingle du jeu, d'avoir justement ces petits twists originaux à lui, qui fait qu'il va me donner un feeling différent que d'autres jeux de deck building. Donc ce petit côté-là original, là, ça le démarque vraiment dans un marché qui est vraiment inondé par les jeux de deck building. Fait qu'une belle petite trouvaille Gold Oblivion. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse, allez consulter vos boutiques locales. Ça devrait être arrivé ici au Canada. Pour l'Europe, je ne suis pas sûr encore si c'est disponible, mais sinon ça viendra éventuellement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc débuter notre concours du lundi pour le mois de février 2024, dans lequel vous pourriez gagner une copie de Gold Oblivion, qui a été offerte par Gold Oblivion Game. Et en plus, on va vous donner le beau tapis de jeu qui va venir avec la copie pour le tirage.
Donc, une boîte de Gold Oblivion plus le tapis de jeu qui sera à gagner pour le mois de février 2024. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du mois précédent, qui était dans le fond le jeu Mlem Space Agency. Et notre gagnant, il s'agit de Gabriel M. Malouin. Donc, Gabriel, félicitations. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi du mois de février, vous aurez une question du jour. Et en répondant à la question du jour sous la vidéo YouTube, vous allez enregistrer votre participation au concours. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu québécois favori? Donc, un jeu soit d'un auteur ou d'un éditeur québécois. Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels. Ça vous donne aussi accès à notre communauté Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gagner.